Deux titres au sommaire de cette édition du 20h ce soir sur les antennes de la télévision du monde. En visite au nord, Gaston Ilundu et Somba annoncent la rénovation du barrage hydroélectrique de Lac-d'Eau et la construction de 469 forages dans le septentrion. Les trois régions du Grand Nord Cameroun faisaient face depuis plusieurs mois à un déficit énergétique important. Hors de nos frontières, l'Union européenne rejette l'ultimatum de Téhéran qui avait donné 2 mois au groupement économique européen pour sortir les secteurs pétroliers et bancaires iraniens de leur isolement provoqué par des sanctions américaines. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde. C'est l'heure du 20h, édition que nous ouvrons en mettant le cap sur la partie septentrionale du Cameroun, précisément le nord du pays où Gaston Ilundu et Somba s'est rendu en mission d'inspection au barrage hydroélectrique de Lac-d'Eau et a annoncé au cours de cette descente la rénovation de cette infrastructure hydroélectrique et la construction de plusieurs points d'eau pour approvisionner les populations de cette partie du Cameroun. Plus de précision dans cet élément. En visite dans la région du Nord Cameroun, Gaston Ilundu et Somba s'est rendu sur le site d'aménagement de la centrale hydroélectrique de Lac-d'Eau. Selon le MINE, l'infrastructure ne présente aucun risque sécuritaire, mais la vétusté a entraîné une baisse de la capacité de production de près de 50%. Constat dressé par le MINE sur le terrain. Lac-d'Eau est en bon état de santé. Maintenant, au niveau de la production, ce n'est pas un secret, Lac-d'Eau, qui est le principal ouvrage de production dans le réseau interconnecté Nord, fonctionne à 50% de sa capacité de production. C'est ce qui nous amène à recourir aux sources de production fossiles, à savoir les centrales thermiques. Pour accroître la puissance installée de cette centrale hydroélectrique qui passera de 72 MW à 80 MW, l'on a appris au cours de cette descente d'inspection que les travaux de rénovation seront bientôt lancés à Lac-d'Eau. Le gouvernement a donc réfléchi et le chef de l'État a validé pour le développement des solutions alternatives, à savoir la construction des centrales solaires. Donc, au pied du barrage de Lac-d'Eau, au voisinage de Lac-d'Eau, il y aura un barrage, une centrale solaire autant pour moi, qui sera bientôt développée. Et cette centrale solaire aura un double objectif. Elle va permettre au barrage de Lac-d'Eau d'être moins sollicité, donc de faire des économies d'eau. Face à la rareté de l'eau potable et son accès difficile dans la partie septentrionale du Cameroun, dû au climat sec qui traverse ces régions en permanence, le ministre a annoncé la construction de 469 forages en 2019 dans le septentrion. La capitale régionale du Nord Cameroun sera quant à elle dotée de 12 forages opérationnels pour une production moyenne de 13 500 mètres cubes d'eau par jour, de quoi réduire le déficit en eau dans cette partie du terroir et augmenter la capacité de stockage qui était jusqu'ici de 3 350 mètres cubes d'eau. Rappelons qu'au cours de cette descente d'inspection, le ministre de l'eau et de l'énergie du Cameroun a visité également le forage F20 et F13 de la société en charge de la production et la distribution de l'eau au Cameroun, mais également les projets du Planud et la centrale thermique de N'Djamboto. L'évaluation des chantiers routiers financés en partie par la Banque mondiale était au cœur des échanges entre les émissaires de cette institution de Bretton Woods et le ministre des Travaux publics Emmanuel Gagnou-Djomessi à Yaoundé. Le compte rendu de Frédéric Motomé et d'Elvis Mboué. Une délégation de la Banque mondiale conduite par sa représentante dans notre pays était en audience avec Emmanuel Gagnou-Djomessi, le ministre camerounais des Travaux publics entouré de ses proches collaborateurs. Il était notamment question au cours des échanges entre les différentes parties de la revue des projets routiers. 3 au total avaient les plus en vue, notamment Moura Dabaga, Babandjou, Bamenda, pour ne citer que ceux-ci. La Banque mondiale, l'un des acteurs clés, est revenu notamment sur les axes majeurs de ces grands chantiers.
On constate maintenant vraiment des progrès sensibles. Déjà, les travaux de chaussée ont atteint les 5 km et on s'attend à ce que 30 km seront faits d'ici la fin du mois de juin. Et puis on continue pour les 60 km en total de cette route entre Maroua et Mora. Donc ces travaux sont bien lancés. On a aussi parlé sur la façon d'accélérer les travaux sur la route Mora-Dabanga-Kousseri, qui est en train d'être... cette façon d'accélérer les travaux-là est en train de s'étudier. Il est important de signaler que les différents chantiers connaissent des retards dus au fait des hommes et des phénomènes naturels. Et puis pour la route Babadjou-Bamenda, on a pu se mettre d'accord pour le début des travaux qui vont couvrir Babadjou jusqu'à la partie presque Santa, je pense. Et on discute sur comment on peut aussi faire la partie Santa Bamenda. Nous avons bien compris la préoccupation d'abord par rapport à la partie située dans le nord-ouest, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas travailler uniquement, tout au moins pour l'instant en ce qui concerne le maintien de la circulation, uniquement dans la partie ouest. Donc les travaux, nous allons le faire entre Babadjou et Welcome to Bamenda avec pour ce qui relève de la régie prévue dans le contrat de l'entreprise. Toute chose qui inquiète alors que notre pays attend de nombreux événements d'envergure internationale. À soi, cela fait 10 jours que les parents du jeune Junior sont en larmes suite à la disparition de leur enfant. En dépit des plaintes qui ont été déposées auprès des autorités compétentes, aucune battue jusqu'ici n'a été lancée pour tenter de le retrouver. Jean-Oscar Lebok, Mohamed Essoumba 2. Voici la route qui mène à Tingmelen, petite bourgade arrondissement de Soa, village de Monseigneur Jean Barga, évêque métropolitain de Yaoundé. Depuis lundi 29 avril 2019, cet enfant est porté disparu de manière rocambolesque et même mystérieuse. Enlevé, volé, volatilisé, depuis ce jour fatidique, les jeunes parents sont inconsolables. Mon frère ne trouve plus l'enfant. Moi, j'étais dans la chambre. J'ai fini de faire l'omelette de faire l'enfant. Je sors avec dans le plat. Je commence à appeler Junior, Junior, viens prendre les œufs, tu manges. Junior n'est pas là. C'est là où la femme de mon grand frère me dit que quand nous sommes venus ici, là, on n'a pas trouvé Junior. Situation aujourd'hui. La situation là nous fait vraiment mal au cœur. Perdre un enfant de 2 ans et demi, c'est un enfant de 2 ans et demi. Je ne parviens même pas à dormir. Et les gens du village se moquent aussi de moi. Depuis le jour là, on monte, on descend. Personne ne fait même dans cette maison. Toute la nuit, on marche nuit et jour pour voir comment on peut chez l'enfant. L'enfant est couvable. Ils sont vraiment dépassés. On ne connaît pas ce qu'on doit à quelqu'un. Si quelqu'un, si on donne quelque chose à quelqu'un, que la personne vient nous demander qu'on donne ceci pour qu'on te donne l'enfant, on va donner. Donc vraiment, les mots me manquent même, ce que quelqu'un me dit. Plus de 10 jours déjà, sans France Junior dit qui très tôt, Junior manifeste sa famine à sa génitrice. Aussitôt, Luciane et Banga Andega, 25 ans, court vers la cuisine, faire une omelette à son bout de chou. Quelques minutes de retour avec le plat, France Junior dit n'est plus au salon. Fouillé partout, chercher de fond en comble, alerter le voisinage, rien. Aucune trace de France Junior jusqu'à 2 jours. La famille est en émoi, mais n'ont pas croisé les bras. C'est madame, ma femme qui entre maintenant pour dire à la maman que est-ce que vous constatez que l'heure s'avance? Faites vite! Et comment dire qu'on friait l'œuf à l'enfant qui fallait un peu patienter. C'est quand ma soeur sort donc avec l'œuf. Junior, Junior, où est Junior? Junior n'est plus. C'est là où ma femme dit que on a déjà fait ici peut-être 15 à 20 minutes. On n'a pas vu Junior. C'est là qu'on commence donc à chercher l'enfant. Là qu'on commence donc à chercher l'enfant. Jusqu'au jour. À en croire leur témoignage,
Toutes les autorités compétentes de l'arrondissement de Soa, police, gendarmerie et même le sous-préfet en personne ont été saisis de l'affaire. Mais rien n'est fait. Aucune considération des pleurs de cette famille qui a vu disparaître sans laisser de traces un être humain de 2 ans et demi. Affaire à suivre. À Douala, 2 présumés malfrats séjournent depuis ce jeudi dans les geôles du commissariat central de la ville de Douala. Ces 2 présumés braqueurs ont été pris la main dans le sac dans une agence d'assurance et de réassurance au lieu-dit Djonjo, situé dans le quartier de Bonapriso du 2e arrondissement de la ville de Douala. Jean-Jean Mayedna, Christian Tamfou. Ça, c'est lui-même. C'est la vidéosurveillance installée dans cette structure qui a permis de dénicher les 4 malfrats qui ont fait éruption cette nuit aux environs de 4 heures du matin dans cette compagnie internationale d'assurance et de réassurance. Bureau régional d'Afrique centrale, 6 au quartier Bonapriso, lieu dit rue Djonjo, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Les bandits qu'on a volés, qu'ils ont volés ici, les 2 bandits, il faut qu'on les traite. Armés de pistolets automatiques, de machettes et de couteaux, les 4 malfrats ont investi le 3e niveau de cet immeuble, abritant les services de cette compagnie internationale, appelée SICAR, à la recherche en vain des espèces sonnantes et trébuchantes. Et c'est le vigile en faction qui a alerté la direction de la société de gardiennage qui l'emploie, laquelle a aussitôt dépêché sur les lieux des éléments avec des chiens qui ont tenu un respect 2 des 4 présumés braqueurs qui seront pris quelques minutes plus tard par les éléments du commissariat central. Ouais, bon, j'ai été appelé très tôt ce matin par des vigiles que des bandits sont infiltrés dans l'immeuble qui abrite nos services. Donc, à mon arrivée, j'ai trouvé que Issir, qui faisait sa rotation, était déjà sur place. La PJ aussi est arrivée quelques temps après. Donc, on est en train de voir par quels moyens ils ont accédé au 3e et 4e étage d'immeuble. Donc, pour le moment, nous ne savons pas ce qu'ils venaient chercher. Ils ont pu quand même, la police, il faut dire que la police a pu mettre la main sur 2 de ces malfrats. Ils étaient en nombre de combien? Alors, il se pourrait qu'ils soient au nombre de 4, dont 3 ou 4, bien armés. S'ils ont laissé tomber leurs armes, on a retrouvé aussi quelques autres armes blanches, machettes, poignards, puis les haches qu'ils avaient. On a récupéré une des armes qu'ils détenaient. Interpellés, 2 des 4 présumés malfrats, parmi lesquels un repris de justice, ont été conduits dans les geôles du commissariat central de Douala, qui vont répondre de leurs actes devant la juridiction compétente, et ce en attendant de retrouver les traces de leurs 2 complices en cavale. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, les routes camerounaises sont parmi les plus meurtrières en Afrique. Dans un récent rapport rendu public à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, l'on apprend qu'en moyenne, 1500 personnes trouvent la mort sur les routes du Cameroun chaque année. Reportage. L'Ouganda et le Cameroun font partie des pays qui enregistrent le plus de morts à la suite d'accidents de circulation sur les routes. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a récemment fait ses révélations à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Ces dernières années au Cameroun, souligne la CEA, 16 583 accidents de la route et 1500 décès ont été enregistrés en moyenne chaque année. Selon les statistiques de cette institution onusienne, le risque de mortalité routière dans le pays est estimé à 26,7 personnes pour 100 habitants, ce qui est supérieur à celui des pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. Selon les chiffres de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la situation est encore préoccupante
en Ouganda. Dans ce pays, le coût annuel des accidents de la route est estimé à environ 1,2 milliard de dollars américains, soit 5% du PIB. Concrètement, l'indice de gravité des accidents en Ouganda atteint 24 décès pour 100 accidents de la circulation. Une situation inacceptable pour la CEA. Si, selon cette institution, la situation en Ouganda et au Cameroun est le reflet de celle de l'ensemble du continent, caractérisé en général par des piètres performances en matière de gestion de la sécurité routière, ces nouveaux chiffres appellent désormais à plus de prudence sur les routes et à une véritable synergie d'action pour réduire le son sur l'asphalte. La rencontre organisée par l'École internationale des forces de l'ordre sur le désordre urbain à Douala a rendu ce jeudi sa copie avec à la clé plusieurs recommandations. Zobel Apollinaire Bon. L'excivisme est la cause réelle du désordre urbain et de l'insécurité dans nos différentes villes. Telle est la conclusion que tirent les experts du domaine au terme de 3 jours de travaux. Le mal ainsi décelé, quelques recommandations ont été formulées au terme de ces travaux. Il faut collectivement refonder les mentalités pour lutter contre le désordre dans nos villes. La maîtrise du sol et par conséquent de l'aménagement des villes doit se faire avec les réserves foncières. L'accès équitable au foncier est une piste importante pour lutter contre le désordre. Il est important de sécuriser les investissements réalisés au sein des communes par la capacitation des forces de police municipales. L'adressage des rues est une donne significative dans la lutte contre le désordre et l'insécurité urbaine. Travailler à une nouvelle identité urbaine, une nouvelle conscience géopolitique urbaine. Mettre en place une plateforme de collaboration entre tous les acteurs, services de l'État, acteurs de l'économie informelle, pour mieux adresser les problèmes et contenir rapidement les écarts. Et dans cette lutte acharnée contre le désordre urbain, la police camerounaise entend bien jouer sa partition. Plusieurs stratégies sont mises en branle. L'expérience des comités de vigilance est à accroître. Plusieurs autres stratégies qui font appel à la technologie avec le système de vidéosurveillance, à la formation des agents de sécurité, aussi bien de la gendarmerie que des autres forces de sécurité. Cette stratégie a été définie et en renforçant l'éthique et la déontologie par la lutte contre les comportements déviants et également en empêchant la prévarication et en réduisant les délais d'intervention pour que le sentiment de sécurité grandisse auprès des populations. Tout a été mis en place pour que les villes camerounaises et singulièrement les métropoles Douala et Yaoundé soient couvertes par des vidéosurveillances. Nous avons renforcé aussi dans le cadre de la police des actes de le renseignement prévisionnel, la recherche du renseignement prévisionnel, l'encadrement des couches dites sensibles et à l'instar des bensikineurs et consorts pour que le renseignement remonte et évidemment la création d'une police de plus en plus proche des populations, à savoir les nouveaux postes de police. Les travaux de ce séminaire de 3 jours ont été bouclés ce jeudi par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, qui a émis le vœu de voir toutes ces recommandations se traduire en actes concrets pour le bien de tous. Depuis lundi, les fidèles mahométans sont entrés en jeûne, une période de pénitence très souvent caractérisée par des spéculations sur le marché, entre des difficultés liées au panier de la ménagère et les questions de sécurité. Certains fidèles musulmans ont saisi cette opportunité pour prier pour la paix pour le Cameroun. Mohamed Molu, Mohamed Essomba. C'est parti pour le jeûne 2019 au Cameroun pour la communauté musulmane. Pendant 29 à 30 jours, il faudrait être exemplaire, s'abstenir de plusieurs choses illicites, pouvant annuler le jeûne, car pour jeûner, il faut tout au moins respecter le préalable. Dans le cadre de l'islam maintenant, le jeûne veut dire qu'on doit s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil, recherchant par là la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Pendant ces moments d'intense prière, il faudra respecter à la lettre les conditions du jeûne. D'abord, il faut être musulman. Il faut avoir aussi la capacité aussi de jeûner. De ne pas être malade, comme on peut le dire, parce que le jeûne n'est pas obligé pour un malade. Il y a aussi le voyageur aussi. Aussi de ne pas vociférer, c'est-à-dire élever ou bien gronder, comme il est venu dans un hadith prophétique qui dit, si on vous injurie ou vous attaque au moment où vous êtes en train de jeûner, dites plutôt, je jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des piliers essentiels de l'islam. Il est prescrit par le Saint-Coran. Quelques fidèles rencontrés trouvent des difficultés dans nos différents marchés à cause de la hausse des prix des denrées alimentaires. Bon, en parlant du marché, vraiment, c'est pas du tout facile, hein. Avec le prix du sucre qui a vraiment augmenté, il y a aussi la farine. Et vous savez qu'en ces temps-ci, nous utilisons trop de sucre. Donc, si peut-être le prix du sucre là pouvait revenir un peu à la baisse, ça devrait un peu nous arranger. Et parlons des vivres frères aussi, vraiment, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Notre pays passe des moments d'insécurité et pour cela, la communauté musulmane se tourne vers le Très-Haut Allah pour le retour à la normale. Au moment où notre pays traverse des difficultés vraiment, l'invocation pour notre pays, comme je peux le dire, devient individuelle maintenant. Sans oublier l'hadith du prophète qui dit que l'invocation du jeûneur au moment de la routine de son jeûne n'est jamais rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà une bonne occasion pour toute la communauté musulmane où les invocations sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala de penser à notre pays. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la sécurité, wallah, on ne peut rien faire. Je crois que s'il n'y avait pas la sécurité et la paix dans notre pays, on ne devait pas se retrouver dans cette mosquée. L'on espère qu'à l'issue de ce jeûne, les uns et les autres fidèles trouveront le bonheur. Ouvert à l'école des infirmiers d'État de Bafoussam, la semaine scientifique est très souvent l'opportunité pour des infirmiers élèves et des infirmiers arrivés en fin de formation de pouvoir défendre devant un jury leurs travaux d'initiation à la recherche. Frédéric Moutomet, Herbert Kwam. Souplesse, mais rigueur quant au respect scrupuleux de la méthodologie scientifique et plus en plus de concentration côté étudiant, telles sont les principales prescriptions de cette semaine scientifique à l'école des infirmiers diplômés d'État de Bafoussam. S'agissant des étudiants, ils sont nombreux à défendre des travaux de recherche devant un jury assez éclectique. Et parmi eux, la candidate Ngoumla Kemta Fabiola, qui a donné le kick-off des évaluations à travers sa soutenance dont le sujet aura porté sur les facteurs influençant l'observation thérapeutique des personnes sous ivermectine, cas de l'ère de santé de MACA 2. Du développement de cette thématique, l'on apprendra que l'onchocercose est un véritable problème de santé publique et constitue la deuxième cause de cécité dans le monde. Plusieurs facteurs influencent l'adhésion au traitement par les populations, entre autres la méconnaissance même de la maladie et les effets secondaires induits par le traitement qui se fait par l'ivermectine. Nos propositions ont été déjà de sensibiliser la population en ce qui concerne la maladie en elle-même. Parce que déjà, pour pouvoir poser des comportements, pour améliorer son état de santé, il faudrait déjà savoir ce que c'est que la maladie, quel peut être son impact sur notre vie au quotidien. Du coup, nous avons suggéré d'organiser des campagnes de sensibilisation le plus fréquemment possible dans cette localité-là, afin de pouvoir lutter contre certaines causes de la maladie. Un travail d'initiation à la recherche bien apprécié par le docteur Gérard Fetse Tama, directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, par ailleurs président du jury de cette semaine scientifique à l'école des infirmiers diplômés d'État de Bafoussam. À leur niveau, je crois que ce qui est fait là est tout à fait appréciable. Et nous allons dire que le courage de celle qui a ouvert le bal ce matin est d'avoir innové. Elle a utilisé une méthode que tous les étudiants n'osent pas utiliser. Et je crois que pour elle, je la trouve très battante, je la trouve audacieuse. Enfin, elle peut oser.
Et avec ça, je crois qu'elle pourra aller loin. Du 7 au 9 mai 2019, 67 étudiants passeront tour à tour devant ce jury, composé du directeur de l'hôpital régional de Bafoussam et du représentant du délégué régional de la santé publique, pour présenter et défendre leurs travaux d'initiation à la recherche basés sur des thématiques variées relatives aux problèmes de santé publique dans notre pays. La portée de cette thématique, c'est prouver que l'infirmier doit travailler non seulement dans l'hôpital, mais dans les communautés pour améliorer la santé des populations, car une bonne éducation sur le plan sanitaire à partir de la base permet d'avoir une population en bonne santé, donc accroître leur capacité de production et faire des économies en ce qui concerne les dépenses en milieu hospitalier. Bon à savoir, la soutenance n'est qu'un module parmi tant d'autres. Reste donc à ces différents candidats d'être aussi évalués sur les exercices pratiques, les examens écrits et enfin la certification. De la mention bien. Hors de nos frontières, à présent, l'Union européenne a rejeté l'ultimatum de Téhéran qui accordait 2 mois à ce groupement des 27 pour sortir les zones bancaires et pétrolières de l'Iran de l'isolement provoqué par les sanctions américaines. Les détails de nos confrères d'Euronews. Le nucléaire iranien s'est invité au sommet informel de l'Union européenne jeudi à Sibiu, en Roumanie. Les Européens ont rejeté l'ultimatum de Téhéran qui avait donné 2 mois à l'UE pour sortir les secteurs pétroliers et bancaires iraniens de leur isolement provoqué par les sanctions américaines. Les 27 se disent très inquiets, ils ont réaffirmé leur espoir de sauver l'accord international de 2015. Nous demeurons pleinement attachés à la mise en œuvre intégrale du plan d'action global sur le nucléaire iranien. C'est une question de sécurité pour nous et pour le monde entier. L'investissement de l'Union européenne dans la non-prolifération reste pour nous une priorité absolue. Jusqu'à présent, nous avons vu l'Iran se conformer pleinement à tous les engagements qu'il a pris en matière nucléaire. Washington a encore durci mercredi ses sanctions économiques contre Téhéran en ajoutant l'acier, le fer, l'aluminium et le cuivre aux secteurs visés par des mesures punitives. De son côté, l'Iran menace de renoncer à certains engagements de l'accord sur le nucléaire de 2015 si les Européens ne l'aident pas à sortir de son isolement économique. Au Venezuela à présent, l'un des proches de Juan Guaidó, en l'occurrence Edgar Zambrano, a été interpellé par les services de renseignement vénézuéliens proches du régime de Nicolás Maduro. Les détails de nos confrères une fois de plus d'Euronews. Edgar Zambrano, bras droit de Juan Guaidó, a été arrêté par une équipe du service de renseignement du régime de Maduro. Au Venezuela, la répression s'accélère contre les auteurs ou participants du soulèvement raté du 30 avril. Zambrano a été inculpé de haute trahison, conspiration et rébellion, tout comme 9 autres députés de l'opposition. 7 d'entre eux ont déjà vu leur immunité parlementaire levée par l'Assemblée constituante ce 8 mai. Edgar Zambrano, vice-président de l'Assemblée, a réagi sur Twitter depuis le siège de son parti Action démocratique pendant l'interpellation. Les États-Unis ont condamné l'arrestation arbitraire d'Edgar Zambrano. S'il n'est pas libéré immédiatement, il y aura des conséquences, a menacé l'ambassade américaine de Caracas sur son compte Twitter. L'Argentine, la Colombie, le Chili, le Pérou ont également exigé la libération de l'opposant. Juan Guaidó a parlé d'enlèvement. Nous alertons le peuple du Venezuela et la communauté internationale. Le régime a enlevé le premier vice-président de l'Assemblée nationale, a-t-il tweeté. Il tente de mettre en pièces le pouvoir qui représente tous les Vénézuéliens, mais ils ne vont pas y arriver. La députée Mariela Magallanes, qui fait partie des 10 inculpés, s'est réfugiée dans la résidence de l'ambassadeur d'Italie à Caracas, tandis que les autres élus poursuivis évitent de se montrer en public. Nicolás Maduro, lui, continue de s'en prendre aux États-Unis, expliquant que le Venezuela ne se soumettra jamais aux desiderata de Washington. Refermer définitivement cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux titres qui en ont constitué la une. D'abord, cette visite au nord de Gaston Ilundu Issoumba, le ministre de l'eau et de l'énergie annonce la rénovation du barrage hydroélectrique de Lac d'eau et la construction de 469 forages
dans la partie septentrionale du Cameroun. Les 3 régions de cette partie du pays faisaient face depuis peu à un déficit énergétique. Hors de nos frontières, l'Union européenne rejette l'ultimatum de Téhéran qui avait donné 2 mois à ce groupe des 27 pour sortir les secteurs pétroliers et bancaires iraniens de leur isolement provoqué par les sanctions américaines. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir une fois de plus accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.